Les réseaux sociaux et les sites de rencontres sont devenus très populaires. Ils comptent aujourd'hui 40 millions d'utilisateurs au Royaume-Uni. Les gens peuvent se rencontrer via de nombreux sites. Twitter, Facebook ou Instagram, il y en a pour tous les goûts. Mais s'exposer sur les réseaux sociaux n'est pas sans danger. Les personnes vulnérables peuvent tomber sur des prédateurs qui vont exercer une emprise sur eux. La police est de plus en plus confrontée à des crimes commis après une rencontre sur les réseaux sociaux. Ces 3 dernières années, on estime à plus de 20 000 les affaires d'agression, de viol, d'avances sexuelles à des enfants ou même de meurtres liés au monde virtuel. La technologie est un plus pour ceux qui ont de mauvaises intentions. Alors les rencontres sur Internet sont-elles vraiment sans danger ? Aujourd'hui, la plupart des gens communiquent via les réseaux sociaux. Facebook est de loin le plus populaire. Le monde virtuel regroupe des millions d'utilisateurs à travers la planète. Aujourd'hui, on peut entrer en contact avec n'importe qui en un seul clic. Beaucoup pensent que c'est positif, mais c'est aussi une aubaine pour les prédateurs. Ils peuvent désormais se cacher derrière leur écran. Il suffit d'avoir un ordinateur ou un smartphone pour devenir une cible sans le savoir et alors même qu'on est chez soi. Kelly Heywood est une collégienne de 15 ans, vivant dans le comté de Leicestershire. Le 31 octobre 2015, elle reçoit sur Facebook un message d'un chômeur de 27 ans, Luke Harlow. Durant les 13 jours suivants, ils vont s'échanger plus de 2600 messages et elle va finalement accepter de se rendre chez lui, à Ibstock. C'est là qu'elle va croiser le chemin de celui qui va la violer puis la tuer, un paysagiste de 28 ans, Stephen Bidman. 6 days after her parents last saw her, the search for Kaylee ended as her body was carried across a field. Candles were lit and condolences were left for a teenager whose death, her family say, has left a gaping hole in their lives. Why Kaylee? Why did this happen to our beautiful daughter? We have to live with the heartache forever. Kelly était une jeune fille souriante, pleine de vie et déterminée. Elle voulait passer son bac, voyager pour découvrir le monde et fonder une famille. Kelly était une adepte de ce nouveau mode de communication. Elle envoyait énormément de SMS et elle était tout le temps très active sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. À l'insu de ses parents, Kelly va entrer en relation avec Luke Harlow via les réseaux sociaux. Luke Harlow avait 27 ans et en gros, il passait son temps devant son ordinateur à envoyer des messages à des adolescents. Il se faisait appeler Luke Funtime, Luke l'éclate. Dans ses conversations en ligne avec les jeunes filles, il parlait surtout de faire la fête et de s'amuser. Il leur proposait ensuite de venir chez lui. Cet homme plus âgé a progressivement réussi à s'immiscer dans la vie de Kelly et à gagner sa confiance. Miranda Moore, la substitut du procureur, a suivi cette affaire depuis le début. Il a commencé par des messages comme « Salut, ça va? Je te trouve très mignonne ». Puis c'est devenu « Je ferai de toi une vraie princesse ». Est-ce que tu as un petit ami? Non? Comment ça se fait? Tu es tellement mignonne. Kelly a cru qu'elle entamait une relation amoureuse avec un homme en qui elle pouvait avoir confiance et qui avait des sentiments pour elle. Il lui promettait monts et merveilles. Grâce à ces échanges virtuels, Luke Harlow parvient à gagner la confiance de Kelly en seulement quelques jours. Ils ont sympathisé à un moment où elle était un peu en conflit avec ses parents. Et il a ensuite commencé à lui poser des questions pour savoir si elle avait déjà eu des expériences sexuelles. Puis il lui a dit qu'il la voulait seulement pour lui tout seul. Résultat, elle s'est très vite entichée de lui. Ce que Kelly ne savait pas, c'est que Luke Harlow envoyait les mêmes messages à au moins 2 autres jeunes filles. Elle pensait être unique à ses yeux, alors que malheureusement, ce n'était pas du tout le cas.
En gros, il est parti à la pêche. Il a envoyé un « salut, ça va ?» comme appât à plusieurs adolescentes et Kelly a mordu à l'hameçon. Il l'a ensuite invitée chez lui en lui disant qu'il organisait une fête, qu'il achèterait à boire et qu'ils allaient s'amuser. Elle s'est sentie flattée. Elle lui a répondu qu'elle avait vraiment envie de le rencontrer et qu'elle allait venir. Mais bien sûr, pour ça, il fallait qu'elle mente à ses parents. Le 13 novembre à 18 h, les parents de Kelly la déposent devant le collège d'Ipstock. Elle prétend qu'elle a rendez-vous avec une amie et qu'elle ira ensuite dormir chez elle. Elle est restée devant jusqu'à ce qu'il parte. Elle n'allait pas du tout voir sa copine. En réalité, Arlo l'avait embobiné et elle avait rendez-vous avec lui. Facebook lui a permis de s'inventer une vie et de donner une image de lui totalement fausse, mais qui semblait tout à fait réelle. Il a su flatter l'ego de cet ado et elle a cru ce qu'il lui racontait. C'est bien le problème. Les utilisateurs des réseaux sociaux peuvent se faire passer pour n'importe qui. Persuadée que Luke Arlo est son petit ami, Kelly se rend chez lui le soir du 13 novembre. Elle va passer la soirée chez lui et pense qu'elle va s'amuser. Tout laisse penser que la soirée du vendredi soir s'est bien passée. Elle a envoyé des messages à ses amis, elle a fait des selfies, ce genre de choses. Apparemment, ils ont ramené le matelas de la chambre dans le salon pour regarder des films. Ils ont mangé, mais ils ont aussi bu énormément d'alcool, principalement de la vodka. Kaylee avait l'air d'aller encore très bien durant la journée du samedi 14, puisqu'elle a même envoyé un message à sa mère pour lui demander si elle pouvait rester chez sa copine. Et cette dernière lui a répondu oui. Dans la soirée, Luke Arlo se retrouve à court d'alcool. Il va donc chez son voisin pour lui demander de le dépanner. Steven Bidman avait une camionnette dont Arlo lui a demandé de l'emmener au village pour acheter à boire. Il a racheté de la vodka et c'est quand ils sont rentrés qu'il a présenté Bidman à Kelly. Non seulement il avait fait venir chez lui une mineure, mais en plus il a invité Bidman à se joindre à eux. C'était une façon de se faire valoir, comme pour dire « Tu as vu ce que j'ai attrapé ?» À partir de là, la soirée va dégénérer et basculer dans l'horreur. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais à partir de 21 h, Kelly n'a plus envoyé aucun message alors qu'elle était très active sur les réseaux sociaux. En novembre 2015, Kelly Haywood, une collégienne du Leicestershire, passe le week-end à Ipstock, chez Luke Arlo, 27 ans. Ce dernier est entré en contact avec l'adolescente de 15 ans via Facebook. En 2 semaines, ils ont échangé plus de 2600 messages. Le samedi soir, Arlo invite Steven Bidman, son voisin de 28 ans, à se joindre à eux. Kelly est loin de se douter qu'il va la violer et la tuer. Alors qu'elle se trouve chez Arlo, l'adolescente continue d'envoyer des SMS à ses amis et d'être active sur son compte Facebook. Puis elle cesse brutalement d'utiliser son téléphone à partir de 21 h le samedi soir. Elle envoyait des SMS et puis tout à coup plus rien. On aurait pu penser qu'elle n'avait plus de batterie, mais ce n'était pas le cas. On sait que son chargeur était branché sur une prise murale chez Arlo. Donc si elle a cessé de communiquer, c'est parce qu'on l'a empêchée de le faire et qu'on la retenait prisonnière. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans l'appartement cette nuit-là, mais il y a eu du vacarme et des bruits de bagarre. On sait aussi que Kelly s'est enfuie à moitié nue dans la rue en pleine nuit. Le dimanche matin, un maçon retrouve le téléphone de la jeune fille au bord de la route menant à Ipstock. Il rappelle le dernier numéro composé et tombe sur sa meilleure amie. Le dimanche matin, j'ai été réveillée par le téléphone. C'était la meilleure amie de Kelly. Elle voulait lui parler, je lui ai dit « Mais comment ça ?» Elle m'a dit qu'elle était chez toi. Elle m'a répondu qu'elle ne l'avait pas vue depuis le jeudi. Là, je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas où elle était. J'ai paniqué, j'ai appelé la police pour déclarer sa disparition.
Un policier est arrivé chez nous dans l'heure. Il m'a demandé si Kelly avait un ordinateur ou autre chose. Je suis allée chercher la tablette, il l'a examinée. À sa tête, j'ai compris qu'il y avait des messages très inquiétants. Voilà ce qu'il disait dans ses messages. Maintenant que je t'ai pour moi tout seul, tu vas devoir m'embrasser, que tu le veuilles ou non. Faut qu'on se boive un verre, bébé, pour que tu finisses par être saoul et que je puisse en profiter. D'abord, je te demanderai de te déshabiller. J'aurais trop envie de faire des trucs avec toi si tu es toute nue dans mon lit. Sur cette tablette, il y avait la preuve que Kelly avait été en contact avec un certain Luke Harlow. La police s'est donc immédiatement rendue à Ipstock. On l'a d'abord arrêté pour enlèvement, mais Luke Harlow a continué de prétendre qu'il n'avait rien à voir avec sa disparition. Sa version des faits était que Kelly et Bidman étaient en train de parler quand il est allé se coucher, et que quand il s'est levé le lendemain matin, il n'était plus là. On a saisi tous ses équipements informatiques. On a examiné son compte Facebook pour connaître la teneur des messages qu'il s'était envoyés et déterminer s'il avait commis un délit. And how did you become friends on Facebook? How did that come about? I can't remember if I added her or she added me. I'm not 100% sure. I've got like 2,000 odd people in it. Il a reconnu rapidement que Kelly était bien chez lui. Il a admis qu'elle y était restée le vendredi et le samedi soir. Mais il a prétendu qu'il pensait qu'elle avait 19 ans. Alors qu'on avait la preuve qu'il savait très bien qu'elle n'avait que 15 ans. Yeah, well, I obviously feel bad, don't I? Why do you feel bad? Because she's too young. For what? For coming and staying my mom for starting out. And what else? And other stuff. What's the other stuff? En examinant de plus près ses comptes sur les réseaux sociaux, la police découvre qu'Harlow a l'habitude de solliciter des jeunes filles. Il a notamment dit à certaines de ses adolescentes « J'adore coucher avec des filles inconscientes qui ont trop bu. J'aimerais bien t'enlever pour Noël, mais je risque de me faire arrêter et de finir en prison. Si je t'enlève, je te garde avec moi. » Confronté aux preuves, Harlow admet avoir tendu un piège à Kelly et eu des relations sexuelles avec elle. Il reconnaît aussi avoir fait des avances à d'autres mineurs, mais il continue de prétendre qu'il est allé se coucher en laissant Kelly et Bidman en train de discuter. La police arrête alors Bidman. Il a des blessures récentes au visage, ce qui éveille immédiatement les soupçons. Bidman est resté en garde à vue du lundi au mercredi et il a passé son temps à mentir. We don't know where Kaylee is. We don't know if she's injured somewhere. We don't know if she's not alive, if she is alive. And we urgently need to find Kaylee Haywood. We want to give you an opportunity. If you know her, if you indeed know where she is, tell us right now at the beginning of the day. No, You don't know where I she don't is. know where she is. Durant la garde à vue des deux hommes, les recherches continuent pour tenter de retrouver Kelly. Il y avait des centaines de policiers mobilisés. Des sauveteurs en montagne sont venus nous aider. Il y avait des scouts et des cadets de la police, mais aussi des habitants de Ipstock. On était tous sur le pied de guerre pour essayer de la retrouver. Et pendant ce temps-là, lui, il savait parfaitement où elle était, et il continuait de se taire. Steven Bidman a passé ces 3 jours à nous mentir sur toute la ligne. Bidman prétend avoir quitté l'appartement dans la nuit après avoir tenté d'embrasser Kelly. If you've done nothing and she's run out of the flat, you don't run out of her house just because someone's kissing you. And you're not doing anything, so what's happening? in the I house? honestly can't remember. I've been drinking. We'd all been drinking. Les enquêteurs n'écartent aucune piste, mais ils font bientôt une découverte très inquiétante. On a retrouvé un soutien-gorge rouge et Stéphanie a rapidement confirmé que c'était celui de Kelly.
On a continué les recherches. Le lundi et le mardi, on a retrouvé des vêtements à elle dans un champ, de l'autre côté de la route, qui venait de Sands Valley Park. On s'est alors souvenu que Bidman était paysagiste et qu'il devait avoir un local à outils. On a fouillé ce local et ses alentours, et c'est là qu'on a retrouvé le sac et le haut de Kaylee. Mais il a continué de mentir. Il prétendait qu'il s'était fait ses blessures au visage en tombant, alors qu'il travaillait dans le champ d'un paysan des environs. On est allé voir sur place et on a retrouvé un sac. Dedans, il y avait des vêtements avec des taches de sang. Ils étaient à Bidman et c'était le sang de Kelly. Le mercredi après-midi, 3 jours et demi après le début des recherches, Bidman se met enfin à parler et raconte aux enquêteurs ce qui s'est passé quand Kelly s'est enfuie en pleine nuit dans la rue. Elle devait être absolument terrifiée. Personne ne sort dans la rue à moitié nu et sans chaussures en pleine nuit, au mois de novembre. Elle avait son téléphone sur elle. On sait qu'elle a réussi à faire une dizaine de mètres avant que Bidman la rattrape et la plaque au sol. Il l'a ensuite emmenée en dehors de la résidence, jusque dans un parc forestier situé de l'autre côté de la route principale. On le sait parce que c'est au bord de cette route qu'on a retrouvé son téléphone. Bidman l'a emmenée dans les bois de Sands Valley Park et il l'a violée là-bas, sur l'aire de stationnement. Bidman s'est sans doute dit qu'il devait saisir l'occasion. Il était face à une jeune fille totalement vulnérable et apeurée et il en a profité. Mais quand il a compris qu'elle était terrorisée et qu'elle parlerait forcément de ce qui venait de se passer, il s'est dit qu'il devait la faire taire. Ils sont ensuite sortis du parc pour s'engager sur un chemin un peu accidenté. Ils sont allés jusque dans les champs et ont marché vers une voie ferrée désaffectée. Ils ont pris des chemins de terre à travers champs. Le sol était mouillé et boueux. Il l'a emmenée jusqu'à un endroit où il y avait une mare, près d'une ancienne ligne ferroviaire. Ils ont marché pendant longtemps. Ils ont tout de même fait près d'1 kilomètre. Soit elle pensait réussir à s'enfuir, après tout elle était jeune et en pleine forme, soit elle s'est dit qu'elle arriverait à le convaincre de la laisser partir. Quoi qu'il en soit, ils se sont arrêtés près d'une mare. Elle devait être totalement terrorisée. Il venait de s'en prendre à elle. Il l'avait déjà violée. Elle a dû se douter de ce qui l'attendait. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Ils se sont battus. D'après Bidman, Kelly l'a frappée au visage avec une brique et s'est sauvée en courant. Il l'a rattrapée et il l'a tuée en la frappant avec la brique. Il a réussi à la mettre au sol et il lui a ensuite asséné de nombreux coups au visage avec une pierre. Kaylee n'était encore qu'une enfant et il lui a fait endurer des choses absolument terribles. De plus, son calvaire a duré une éternité. Il a pris son temps avec elle. Il l'a humiliée. Il l'a traînée dans la forêt et à travers champs pour ensuite la tuer d'une façon horrible. C'est d'une grande violence, mais aussi très voyeuriste. Regarder souffrir une personne de cette façon, voir qu'elle est morte de peur, mais continuer malgré tout, cela révèle tout de même une personnalité très sombre. Quand on l'a retrouvée, elle était nue. Son corps était partiellement recouvert de broussailles. Et elle a été retrouvée bien après que M. Bidman a enfin donné des indications sur l'endroit où elle était. Elle était défigurée. Les blessures qu'elle avait au visage et à la tête étaient telles qu'on n'a pas pu autoriser ses parents à voir le corps. On a dû procéder à une identification dentaire. J'étais dans mon salon et 2 policiers sont arrivés. À l'expression de leur visage, j'ai compris, mais je ne voulais pas qu'ils me le disent. Ils m'ont annoncé la nouvelle. Une de mes amies, qui était assise dans ma cuisine, m'a dit qu'elle m'a entendu hurler. Je suis tombée à genoux. J'étais dévastée. Police spent the day scouring the area close to where they found her late last night as they continue to question 2 men in their 20s on suspicion of her murder. Her family believes she may have gone to meet a man she'd contacted online.
L'affaire est jugée au tribunal de Nottingham en juin 2016. Harlow reconnaît avoir fait des avances à Kelly et eu des relations sexuelles avec elle. Biedman admet quant à lui l'avoir violée avant de la tuer. Mais ils nient tous les deux l'avoir séquestrée. La famille de Kelly nous a donné son accord et nous avions suffisamment de preuves pour ajouter la séquestration aux autres chefs d'inculpation. Et nous l'avons fait parce que cela correspondait davantage à ce qui s'était réellement passé. Quelqu'un qui se sauve à moitié nu dans la rue en pleine nuit, c'est forcément qu'il n'a pas d'autre choix pour s'en sortir. Nous avions déjà suffisamment de preuves à charge contre eux, mais rien que ça suffisait pour que les jurés les condamnent tous les deux aussi pour séquestration. Le jury condamne les deux hommes à 10 voix contre une. Ils sont reconnus coupables de séquestration. Steven Biedman écope de 35 ans de prison pour meurtre, viol et séquestration. Luke Harlow est quant à lui condamné à 12 ans d'emprisonnement pour sollicitation d'enfants à des fins sexuelles, relations sexuelles avec une mineure et séquestration. Today we have justice for our beautiful daughter, but that doesn't change anything for us. We have to live with the heartache forever. La famille de Kelly veut que son histoire serve d'exemple, afin d'éviter que d'autres jeunes filles tombent dans le piège des cyberprédateurs sexuels. Heureusement qu'ils sont enfermés. Ils ne pourront plus s'en prendre à d'autres innocentes. Mais je préfère penser à Kelly plutôt qu'à eux. C'est pour ça qu'on veut sensibiliser les jeunes à ce problème. Il faut absolument raconter cette histoire à un maximum de personnes, afin de mettre en garde les adultes, mais aussi les jeunes, contre la menace que représentent les réseaux sociaux. Et pour ça, le mieux était certainement d'en faire un film. Je n'oublierai jamais notre première rencontre. Ces réseaux permettent aux croque-mitaines d'entrer directement dans la chambre des jeunes. On a décidé de faire de la sensibilisation dans les écoles pour les enfants à partir de 11 ans. Je suis venue aujourd'hui pour vous parler de ce qui est arrivé à Kelly Heywood. Je pense que c'est l'homme de ma vie. Ça ne vous viendrait pas à l'idée d'inviter un inconnu chez vous? Eh bien, ne le faites pas non plus sur les réseaux sociaux. Il veut me présenter son ami. Ça prouve bien que je compte pour lui. Laisse-moi! Arrête! Au secours! Non! Si un inconnu commence à vous envoyer des messages et vous poser des questions, il faut le signaler à quelqu'un. Lâchez-moi! Je ne veux pas qu'elle soit morte en vain. Il faut en parler pour protéger les enfants. Il faut que les parents sachent que ce genre de choses arrive tous les jours. Il faut qu'ils soient au courant, qu'on en parle dans les écoles, pour que les parents comme les enfants soient informés. Au secours! Depuis la diffusion de ce film dans les écoles, on a déjà eu plus de 40 signalements rien qu'à Leicestershire. Des jeunes sont venus nous alerter et des enquêtes ont été ouvertes. Le souvenir de Kelly perdure et permet de sauver d'autres adolescentes. Comme le dit si bien Stéphanie, sa mère, si ce film permet de sauver ne serait-ce qu'un enfant, ça en vaut la peine. Depuis le milieu des années 90, Internet est devenu un nouveau moyen de trouver l'amour. Aujourd'hui, plus de 90 millions de personnes dans le monde utilisent des sites de rencontres. Une pratique qui s'est d'autant plus répandue avec l'apparition des smartphones et de nouvelles applications permettant de géolocaliser des partenaires potentiels. Grindr, une application de rencontre pour les hommes homosexuels, est l'une d'entre elles. Elle permet une prise de contact facile et très rapide. Mais est-ce véritablement un atout ? Le revers de la médaille avec ce genre d'application, c'est que certains utilisateurs sont là uniquement parce qu'ils veulent un corps. Je veux un corps, n'importe lequel. Les individus qui sont dans cet état d'esprit ne voient dès lors plus l'autre comme une personne. Ils le voient comme un morceau de viande, un objet avec lequel on assouvit ses désirs et dont on se débarrasse ensuite.
Le 1er avril 2016, l'agent de police Gordon Semple se connecte à Grindr en sortant d'une réunion au Shangri-La Hotel. Il ne le sait pas encore, mais il vient d'accepter l'invitation d'un homme qui va le tuer. Ces images sont les dernières qu'on a de lui vivant. Is there anything you can tell me about what you did between the 1st and the 7th, before you were arrested? No comment. L'homme que l'on voit en garde à vue sur ces images est un Italien de 50 ans, Stefano Brizzi. Brizzi est programmeur informatique et ne cache pas son homosexualité. Il avait un poste très bien payé à la Morgan Stanley Bank. Après avoir lutté pendant des années pour s'émanciper d'une éducation catholique stricte, il apprend qu'il a contracté le VIH et l'hépatite C. Pour lui, ce diagnostic sonne comme une condamnation à mort. Ça devait probablement être très difficile pour lui de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Cela a pu faire naître une immense colère en lui. Et du coup, peut-être que le seul moyen qu'il a trouvé pour sortir toute cette rage, c'était de faire du mal aux autres. En 2015, son addiction aux méthamphétamines le contraint de quitter son emploi à Morgan Stanley. C'est le début d'une spirale infernale. Il devient adepte du chemsex. C'est une pratique consistant à avoir des relations sexuelles sous l'emprise de drogue, en général à plusieurs. Quand il rencontre Gordon Semple, celui-ci a déjà accepté de participer à sa partie de chemsex. Sur le principe, ils sont tous les deux déjà prêts à repousser les limites. Il sait qu'à un moment donné, cet homme sera vulnérable face à lui. PC Semple and the defendant then went on to invite other men to join them here on the Peabody estate in Southwark. Only 2 showed any interest. The first changed his mind when he heard the possibility that drugs could be involved. Quand le deuxième participant arrive, Brizzi lui répond à l'interphone, mais il ne le laisse pas monter. En réalité, il est en train de tuer Gordon. Quand Brizzi a vu Gordon arriver, il ne lui a pas vraiment plu. Il a expliqué qu'il l'avait tué parce qu'il n'avait pas senti de compatibilité entre eux. Cela montre à quel point il nage en plein délire. Pour lui, le fait de ne pas ressentir d'attirance physique pour cet homme l'a autorisé à le tuer. Ou peut-être qu'il a tout simplement profité de l'occasion. L'agent Semple était en couple depuis longtemps. Ne le voyant pas rentrer, son compagnon très inquiet tente désespérément de l'appeler plus de 20 fois. Le lendemain matin, toujours sans nouvelles de lui, il décide de contacter la police. Le même jour, Brizzi est aperçu dans un magasin de bricolage en train d'acheter des seaux, des scies et de l'acide. La caissière est bien loin de se douter qu'il achète tous ces articles pour se débarrasser du corps de Gordon. Brizzi est un grand fan de Breaking Bad. Il a décidé de s'inspirer d'un des épisodes de la série, dans lequel le héros dissout un corps dans de l'acide. Il est totalement obsédé par la série Breaking Bad, au point qu'il ne fait plus la distinction entre la fiction et la réalité. C'est un homme adulte, et pourtant, il est totalement fasciné par cette série qui parle de sa propre dépendance. Quand il sort pour acheter tout le matériel dont il a besoin pour faire disparaître le corps, il se contente de suivre un scénario. Il a vu le héros le faire dans la série et lui reproduit la même chose dans sa réalité à lui. Il est complètement déconnecté de la réalité. À mon avis, à ce moment-là, il se croyait vraiment dans la série. Brizzi a étranglé Gordon. Durant les 6 jours qui vont suivre, il va s'acharner à tenter de faire disparaître les preuves. Il découpe le corps et entreprend d'abord de le dissoudre dans l'acide.
Il n'y parvient pas et décide alors de cacher des morceaux du corps un peu partout dans son appartement. Il fait même un détour par la Tamise pour y jeter le badge de Gordon et l'un de ses pieds. C'est un peu comme s'il se nourrissait de cette série. Il y a vu le héros se débarrasser d'un corps dans la fiction et il en fait une réalité dont il est lui-même l'acteur. C'est presque comme s'il était perdu dans son propre monde. Son addiction atteint de telles proportions que dans sa tête, la fiction et la réalité se rejoignent. Mais Brizzi n'avait pas prévu que l'odeur de la chair en décomposition allait devenir insupportable. Stephen Harris, son voisin, va vite être incommodé par les relents pestilentiels. Dès le début, je me suis dit, ça sent le cadavre. Je n'en avais jamais senti, mais ça m'a fait penser à ça. Stephen va frapper chez son voisin pour en avoir le cœur net. Comme personne ne lui répond, il se penche pour regarder à l'intérieur par la fente de la boîte aux lettres. L'odeur nauséabonde vient bien de chez Brizzi qui ouvre brusquement la porte. Alors que je refermais la boîte, il a ouvert. Je lui ai dit « Désolé de vous déranger, mais des gens de l'immeuble se plaignent de l'odeur. » Et là, il m'a tranquillement répondu « Désolé, je suis en train de cuisiner pour un ami. » Voyant que l'odeur ne s'atténue pas, Stephen s'inquiète de plus en plus. Il fait venir son frère pour avoir son avis. 2 jours après, j'ai dit à mon frère « S'il te plaît, viens chez moi. Il y a une odeur bizarre qui vient de chez mon voisin. » Donc on y est allés tous les deux. Il a sorti sa carte d'identité, au cas où il lui réclamerait, et il a tambouriné à sa porte. Il nous a ouvert. Il portait juste un boxer et des lunettes de soleil. Vous savez, celles de Tom Cruise dans Top Gun. Et il nous a ressorti la même excuse. « Désolé pour l'odeur, je suis en train de cuisiner pour un ami. » Mais les 2 hommes sentent bien que quelque chose ne va pas et décident de prévenir la police. Lorsque les agents se présentent chez lui, Brizzi ne porte qu'un maillot de bain et ses fameuses lunettes de soleil. Il les emmène dans la salle de bain, où il découvre avec horreur des restes humains en décomposition. Quand les policiers sont venus, nous on attendait chez moi. Quand ils ont fini par redescendre, j'ai dit à la dame « Alors vous avez vu, ça sent mauvais, à votre avis, c'est quoi cette odeur ?» Elle m'a répondu « Ça sent le cadavre. » Après cette macabre découverte, la police boucle le quartier et appelle des techniciens de scène de crime. Ma voisine m'a appelé pour savoir ce qui se passait. Elle ne pouvait plus rentrer. Je lui ai dit « Comment ça, on ne peut plus entrer dans l'immeuble ?» Elle m'a dit « Non, ils ont tout bloqué. Il y a la police et tout le reste. » Et là, j'ai compris. Sur place, les policiers découvrent une scène surréaliste. Ils trouvent un livre intitulé « Bible satanique » et des messages adressés au diable. Mais le pire reste à venir. Brizzi s'est débarrassé des poumons de Gordon dans les toilettes. Dans l'appartement se trouvent des sacs poubelles contenant une main et un morceau de colonne vertébrale. On retrouve également de son ADN dans la cuisine, notamment dans le four, dans une casserole et sur des baguettes. On avait des informations contradictoires. Il s'est passé ci, il s'est passé ça. Tout le quartier était bouclé. Franchement, c'était le chaos total. Brizzi est arrêté pour le meurtre de Gordon Semple et obstruction à la justice, puisqu'il a démembré son corps pour tenter de le faire disparaître. Je ne voulais plus habiter ici. Ce n'était plus possible. Je me sentais vraiment mal à cause de cette fichue histoire. En sachant ce qui s'était passé là-dedans, je ne pouvais même plus passer devant sa porte. Le procès de Brizzi s'ouvre le 18 octobre 2015. Son voisin, Stephen, est appelé à la barre pour témoigner. J'étais assis près du banc des accusés. Il était à ma gauche, derrière une grande vitre. Il était entre 2 policiers. Et il avait encore ses fameuses lunettes noires. Ça, je ne l'oublierai jamais. Face au tribunal, Brizzi prétend d'abord que la mort de Gordon est due à un jeu sexuel qui aurait mal tourné. Mais il va changer plusieurs fois de version. Il explique ensuite son geste par son addiction à la crystal meth, avant de prétendre que c'est le diable qui lui aurait dit de tuer, tuer, tuer. S'il dit qu'il a entendu des voix, on va naturellement en conclure qu'il souffre d'un trouble mental. Et du coup, il ne sera plus considéré comme responsable de ses actes. Lors du procès,
Les jurés découvrent avec effroi les détails sordides du meurtre de Gordon, mais l'un d'eux les choque particulièrement. La police a retrouvé l'une de ses côtes dans une casserole, avec des traces de morsures dessus. Elle correspondait à l'empreinte dentaire de Brizzi. Les preuves étaient accablantes, mais 2 jours plus tard, les jurés n'arrivaient toujours pas à se mettre d'accord. Ils ne savaient pas s'il fallait le condamner pour homicide involontaire ou pour meurtre. Il faudra 30 heures de délibération au jury pour s'accorder à la majorité sur un verdict. Faut-il condamner Brizzi pour meurtre ou le considérer irresponsable de ses actes? Les jurés finissent par s'entendre à 10 voix contre 2 et Brizzi est reconnu coupable de meurtre. The verdict has been welcomed by the Metropolitan Police, who were faced with investigating the gruesome killing of one of their own. Les gens me disaient « Vous êtes des héros ». On n'est pas des héros. Sur le coup, on a agi sans réfléchir. Je sentais cette odeur, mais je ne me doutais pas de ce qui se passait. On n'imagine pas qu'une chose pareille puisse arriver dans son immeuble. Stefano Brizzi sera retrouvé mort dans sa cellule en février 2017. Les sites de rencontres se sont largement banalisés, à tel point qu'on en oublierait presque qu'ils ne sont pas sans danger. Pour certains, c'est le seul espoir de pouvoir rencontrer l'âme sœur. Usha Patel élevait seule son fils autiste. Cette mère célibataire de 44 ans espérait elle aussi trouver l'amour grâce à Internet. Elle voulait être en couple. Elle cherchait un compagnon. Elle s'inscrit sur un site de rencontre et finit par craquer pour Miles Donnelly, un jeune homme de 35 ans. Usha cherchait l'amour sur Internet et a fini par se faire assassiner chez elle, alors que son fils dormait dans la pièce juste à côté, par quelqu'un à qui elle faisait confiance. Usha est loin de se douter que Donnelly a un casier judiciaire. Il a déjà été condamné pour possession d'armes blanches, agression à caractère racial et voies de fait. Derrière son écran, Donnelly se fait passer pour un jeune homme sympathique qui lui aussi cherche l'amour. Très rapidement, Usha et lui commencent à s'envoyer régulièrement des messages. Et Donnelly lui dit exactement ce qu'elle a envie d'entendre. Elle veut quelqu'un qui s'engage, et il lui fait croire que ce qu'il cherche, c'est une relation sérieuse. Donc forcément, elle a craqué pour lui. Ils se sont échangés des messages pendant quelques mois. Usha lui a envoyé des photos de son fils. Il lui disait qu'il prendrait soin d'elle et veillerait sur elle. 7 mois après leur première prise de contact, Donnelly fait comprendre à Usha qu'il aimerait passer à une relation plus concrète. Leurs conversations deviennent plus suggestives. Ils finissent par décider de se retrouver chez Usha, dans le nord-ouest de Londres. Ils ont échangé des idées, des photos. Ils ont construit une relation, donc elle pense le connaître. Du coup, la première fois qu'ils se sont rencontrés en vrai, elle pensait vraiment avoir trouvé son compagnon. Le soir du 7 octobre 2015, Donnelly arrive chez Usha, qui vient de coucher son fils. Ils ont beaucoup bu. Donnelly avait apporté un peu de cocaïne. Il s'était déshabillé et s'apprêtait à faire l'amour. Et c'est là qu'il l'a agressée. Donnelly frappe Usha à la tête avant de l'étrangler. Alors qu'elle est mourante, il la poignarde 13 fois dans le ventre avec un couteau à pain. Il l'a tuée de façon très violente et il s'est vraiment acharné sur elle. Il était fou de colère, c'était une véritable explosion de rage. Qu'est-ce qui a pu provoquer un tel déchaînement de violence? Donnelly quitte ensuite précipitamment l'appartement, laissant une multitude de preuves derrière lui. On retrouvera sur les lieux ses sous-vêtements, ses chaussettes, son t-shirt, un sweat à capuche et même ses clés avec une photo de lui. Le plus horrible dans ce drame, c'est que le fils de Usha était là au moment du meurtre. Et il est resté seul dans l'appartement jusqu'à la découverte du corps de sa mère le lendemain. Le lendemain matin,
Le père Doucha vient chercher son petit-fils. Quand il entre, il le trouve seul dans l'appartement. Le petit garçon est allé vers lui et lui a dit, je crois, « Maman va pas bien ». Le père Doucha découvre alors le corps sans vie de sa fille sur le canapé, dissimulé sous un duvet. Il appelle immédiatement la police. Au cours des 36 heures suivantes, Donnelly se cache chez une femme habitant dans la même rue que lui. Il a fini par lui faire des avances. Il voulait coucher avec elle. Mais elle a refusé et il l'a frappée à la tête avec un tabouret. Non seulement il venait de tuer une femme d'une façon absolument horrible, mais en plus, il en a ensuite agressé une autre parce qu'elle refusait de coucher avec lui. Il a laissé un tas de preuves derrière lui, des traces ADN. Il a même laissé son trousseau avec une photo de lui sur son porte-clés. Donc, ça ne pouvait être que ses clés. Malgré toutes ces preuves accablantes, Donnelly nie les faits. Durant son interrogatoire, il est resté silencieux. Il n'a fait aucun commentaire. Il a continué de tout nier en bloc jusqu'au procès. Le premier jour du procès, il change soudain d'avis et plaide coupable. Mais il n'expliquera jamais son geste. J'étais dans la salle d'audience le jour où il a finalement plaidé coupable. Et ce qui m'a frappé chez lui, c'est son absence d'émotion. Il avait le visage totalement impassible. Le 21 juillet 2016, Donnelly est condamné pour meurtre à l'emprisonnement à vie, assorti d'une peine de sûreté de 23 ans. Il est également condamné à 18 mois de prison pour avoir agressé la femme chez qui il se cachait. Cette affaire prouve bien que parfois, on pense connaître une personne sous prétexte qu'on a échangé des messages et des photos avec elle. Mais en réalité, tant qu'on ne rencontre pas la personne, on ne sait pas à qui on a affaire. Et là, on se met potentiellement en danger. Bien sûr que des millions de personnes utilisent la technologie avec de bonnes intentions et qu'elle apporte plein de choses. Mais si on ne se méfie pas suffisamment, on se met en danger. Certaines personnes connaissent une mort horrible parce qu'elles croient aveuglément ce que les autres racontent sur Internet. Et ça, c'est un véritable drame.